Coucou, John Juber n'est qu'un enfant de 13 ans au moment où il commence sa série d'agressions au stylo et à la lame de rasoir. Il s'en prend principalement à des enfants, des ados, seuls dans la rue. Mais rapidement, les cris de douleur de ses victimes ne suffisent plus. John veut sentir la mort. Il veut sentir les gens mourir. Il va donc se mettre à tuer. Bienvenue dans cette nouvelle affaire de crime en série. Aujourd'hui, nous parlerons d'une nouvelle affaire, une histoire à la fois vraie, flippante, spéciale, tueur en série. Et pas n'importe laquelle, puisque notre gamin rêve de tuer des gens depuis son jeune âge. Cette histoire de John Juber m'a été proposée par un abonné par mail. Et je vous encourage à faire autant si vous avez des histoires flippantes de tueurs en série que vous souhaitez partager avec les autres. John, né le 2 juillet 1963 à Lorraine dans le Massachusetts, est un enfant d'une intelligence au-dessus de la norme qui, à l'âge de 3 ans, sait déjà lire. Nous allons ici préciser que d'après Google, un enfant apprend à lire vers 4 ans, 4 ans et demi. Il va naître dans une famille totalement classique. Ses parents sont mariés, vont à l'église et tiennent un petit restaurant du quartier qui marche pas mal, dont les affaires sont bonnes. Après, la famille s'agrandit et Jeanne, la petite sœur de John, qui finira flic, est née. Coup dur pour le jeune garçon en 1969, alors qu'il n'a que 6 ans. Ses parents vont divorcer. Cette séparation va beaucoup traumatiser le jeune garçon, John, et complètement bouleverser son existence. Cette histoire, c'est une histoire d'infidélité du père de John qui rendra sa mère complètement amère. À la suite de ce divorce, la mère a la garde des enfants et interdit à leur père de les voir. À cette époque, les divorces ne sont pas comme aujourd'hui. La justice donne la garde à la mère et la mère peut décider d'interdire au père de voir ses enfants. Pendant cette période, John va développer une haine, une véritable haine envers sa mère, puisqu'il aimait beaucoup son père. À l'âge de 6 ans seulement, il va plusieurs fois par semaine prendre son vélo, errer dans les rues de sa petite ville dans l'espoir de croiser son père. À cause de ça, sa mère va le battre. Parce qu'elle est jalouse de voir la préférence de ses enfants pour son ex-mari. C'est un peu difficile pour un enfant de 6 ans. Il va être gardé la plupart des temps par une babysitter. John va dans une petite école catholique de son quartier qui ne fait pas cours tout le temps. Donc, il a tout le temps pour avoir des pensées noires, de penser des choses qu'un enfant de son âge ne pense pas. Vu tout ce qui va suivre, John n'est pas débile. Il a, selon les experts, 123 de QI, bien au-dessus de la moyenne générale qui est aux alentours de 90, généralement pourtant, même si c'est un gamin très intelligent à l'âge de ses 6 ans, il va commencer à développer des fantasmes qu'il ne comprend pas. John est très souvent gardé par une babysitter et pendant qu'il est seul avec celle-ci, il a des envies de la tuer et même de la manger. Plusieurs fois, la babysitter se plaindra auprès de la mère de John en disant « Madame, écoutez, votre fils est très gentil, mais il a essayé pendant la journée de m'étrangler. Moi, je ne peux plus le garder. » Et de ce fait, John passe d'une babysitter à une autre et rebelote parce qu'à chaque fois, il a des pensées de tueur et essaye d'étrangler la babysitter. Pendant qu'ils sont en train de jouer avec la babysitter bien sûr, avec des jouets ou un petit peu à la bagarre pour rigoler, John allait toujours trop loin
et il tentait au final d'étrangler sa babysitter. Comique, non? Très drôle d'histoire, drôle de jeune garçon. Heureusement, il n'avait que 6 ans et avait très peu de force, mais il va grandir et ses forces vont se développer. Pendant ses promenades dans la rue, au fil des années, ses fantasmes vont s'amplifier. Quand il croise une jeune fille et un joli garçon, il les imagine ligotés en train de les torturer. C'est quand même triste pour un enfant de son âge. À cet âge, avec de telles pensées, le résultat n'est pas loin. En tant qu'enfant, nos pensées voyagent tous. C'est vrai, nos pensées voyagent tous. Mais aller à imaginer quelqu'un ligoté dans la rue en train de le torturer, c'est très pervers, je pense, à mon humble avis. À l'école, vers 7, 8 ans, John, lui, il est plus petit que les autres. Il a de la peine à aller vers les autres parce qu'il est très timide. Il est plus petit. Il est aussi à noter ici que son niveau d'intelligence est très élevé par rapport aux autres et il a du mal à faire des jeux de gamins. Il ne s'intéresse pas aux jeux de gamins et il préfère passer son temps à lire à la bibliothèque de l'école. Très très intelligent, non? En 1974, à l'âge de 11 ans, la petite famille déménage à Portland. La même année, John intègre les scouts et c'est pendant cette formation de scout qu'il va apprendre à faire des nœuds et à manier un couteau. John ressentait un plaisir immense pendant l'apprentissage chez les scouts à faire des nœuds et prend plaisir à ligoter ses camarades pendant les jeux. Ce qui va l'aider dans son futur proche, dans son nouveau travail qui sera de tuer des gens. Pendant son stage de scout, il va voler des cordes très solides pour ligoter ses futures victimes. Des images vraiment morbides lui viennent en tête. Toutes ces stimulations vont le conduire dans un futur très proche à commettre des meurtres. Terrible. En 1976, John a 13 ans et ses pulsions le rongent. Il va passer à l'acte. Alors qu'il rentre de l'école à pied, il va croiser Sarah Kantic, une petite fille de 9 ans qui est seule. John va sortir un stylo et lui enfoncer dans le dos. Les hurlements de douleur de Sarah provoquent chez lui une grande stimulation et il prend plaisir à l'entendre crier. Il vient à ce moment-là de goûter au plaisir de faire souffrir, de regarder quelqu'un tétanisé de douleur. Il ne s'arrêtera pas là. John ne va pas s'arrêter là. Le lendemain, c'est une femme de 27 ans, Vicky Golf, qui va se faire taillader le visage. John s'approche d'elle à vélo avec une lame de rasoir à la main, passe à côté d'elle et lui taillade la joue avant de s'enfuir à vélo. 2 mois plus tard, il va passer à l'acte ou plutôt, il va tenter alors qu'il traîne dans les alentours d'un parc. Il repère Michel Watman, petit garçon de 9 ans. Il appelle le garçon et lui demande son âge, son nom, son adresse, et puis lui demande de partir. Au mouvement, Michel se retourne. John se jette sur lui, couteau en main, et lui enfonce profondément le couteau dans la gorge. Michel réussit à s'enfuir, même s'il perd énormément de sang. Il arrive à retourner chez lui, ouvre la porte et s'effondre devant sa mère. Il survivra plus tard avec 9 points de suture au cou. John, terrible garçon. La police de Portland est mise sur l'affaire. Quelqu'un agresse des gens dans la rue de façon inopportune. Ils ont très peu de pistes et d'informations concernant ce mystérieux agresseur. John frappe très vite et s'enfuit tout de suite. Terrible. Malgré une enquête ouverte, John continue d'agresser plusieurs personnes. Des enfants et même des étudiants de plus de 25 ans seront violemment attaqués. C'est vraiment difficile de l'appréhender.
Impossible de mettre une patrouille de police dans chaque rue. Surtout, il frappe au hasard et avec n'importe quoi. En 1982, John atteint sa majorité. Il a maintenant 19 ans et a bien grandi. A un bon parcours scolaire et est diplômé en tant qu'ingénieur. Il décide de rejoindre l'armée militaire. Entre-temps, après la puberté, il se rend compte qu'il est en fait gay. Cette prise de conscience va le détruire parce qu'il est différent. Il aime les garçons. Et sur quoi les plus jeunes? Ce qui n'est pas chose très facile à vivre à cette époque. Et encore aujourd'hui, du fait de sa grande timidité et de son autarcie. Triste réalité pour John. Le 22 août 1982, alors qu'il fait son jogging seul, Richard Stetson, 13 ans, entre dans le parc. Il est suivi à vélo par John. Lorsque les deux se retrouvent seuls dans un petit chemin forestier, John va sauter sur Richard, le frapper, le bâillonner, l'attacher et lui mettre un coup de couteau. Il tente de le déshabiller pour l'agresser sexuellement, mais Richard se débat et impossible pour John de lui faire quoi que ce soit. Il lui frappe donc un coup fatal dans la poitrine et cache son corps. Les parents de Richard, ne le voyant pas rentrer de son jogging, vont avertir la police. Il sera retrouvé le lendemain. Un certain Joseph Anderson sera accusé à tort du meurtre, puisqu'une femme a vu John à vélo et elle a donné une description de Joseph. Vu qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment, lorsque le corps a été découvert. Arrêté et envoyé en prison pendant 1 an avant qu'un flic propose d'analyser la dentition de Joseph, puisque sur le corps de Richard, on a retrouvé une morsure. Cette analyse permettra de comparer la dentition de Joseph avec la morsure sur le corps de Richard. Et elle est innocenté et après 1 an pris. Mais John n'est pas idiot. Il sait que son meurtre a fait couler beaucoup d'encre. Et il réussit à se faire muter en tant que technicien de radar militaire à 2400 km de Portland dans le Nebraska. Et plus précisément à Bellevue. Pour montrer à quel point il est sadique, les matins à 6 heures, il va mettre un réveil pour partir à la chasse aux écoliers. À cette adresse de son petit appartement de fonction, John vivra seul et s'abonnera au magazine The Feral Detective. Magazine très controversé à l'époque pour ses images et ses histoires de crimes vrais. Et ses fantasmes controversés. On y décrit des scènes imagées de crimes qui poussent vers le fantasme de certaines personnes aux idées débridées comme John. Le magazine arrêtera d'ailleurs d'être publié au bout d'un certain temps. Sur sa nouvelle base militaire, John rencontre Eric, qui meurt malheureusement quelques mois plus tard. Ça aura été l'un de ses seuls vrais amis de toute sa vie et sa disparition va vraiment le plonger dans une profonde dépression qui va pousser le jeune à reprendre les meurtres. Le 18 septembre 1982, Danny Joe, 13 ans, disparaît à Bellevue lorsqu'il distribue le journal local. Il ne distribuera que quelques journaux, exactement 3 sur 70, avant d'être traqué par John, qui le suivra en voiture et le menacera pour qu'il monte avec lui dans la voiture. Danny Joe sera jeté à l'arrière de la voiture, ligoté et emmené à l'arrière de la ville, déshabillé, mais comme Richard, il se débat trop. Il sera donc poignardé 9 fois avant de mourir.
Il sera jeté à 6 km de la ville dans un champ, pieds et mains liés et retrouvé face contre terre, dans une position qui va tétaniser les enquêteurs. John fera un enregistrement audio pour parler de ce meurtre et il dira: quand j'ai levé le couteau, il a dit: s'il te plaît, ne me tue pas. Poursuivra-t-il en disant: il a lutté et je lui ai mis un coup dans le dos. Plus loin, il poursuivra en disant: quand j'ai fait ça, il m'a demandé si je voulais l'amener à l'hôpital plusieurs fois. L'enquête est reprise de nouveau et le FBI est appelé en renfort. Mais comme d'habitude, ça traîne et les enquêteurs ne trouvent rien. Pourtant, cette fois, il faut bien le préciser tellement c'était particulier. Tous les prédateurs enregistrés dans le fichier de la police vont avoir une petite visite du FBI très tôt le matin à 6 heures. Mais comme John n'est pas enregistré, il ne recevra pas cette visite. À 6 heures du matin, le 2 décembre de la même année, il s'en prend cette fois-ci à Chris Walden, 12 ans, dans la ville de Papillon. Il le surprend avec un couteau en main, demande au jeune garçon de le suivre. Le jeune garçon prend panique et ne sachant pas trop quoi faire, monte dans la voiture. John racontera plus tard: je l'ai suivi, lui ai montré le couteau et lui ai dit: viens avec moi ou je te tue. J'ai mis ma main sur son épaule et on a marché. Son corps sera retrouvé 3 jours plus tard à côté d'un chemin de fer sous la neige. Le coup de couteau a été tellement fort que les enquêteurs émettront la probabilité d'un décapitage. John a été vu avec Chris dans sa voiture et un nouveau portrait robot est réalisé. Et il servira bien plus tard. Il va plusieurs fois essayer de nouveaux enlèvements, mais le souci c'est que la population est maintenant en alerte. Donc, lorsqu'il parlait à un enfant depuis sa voiture, qu'il tente de l'attraper, eh bien, le gamin ne se laissera pas faire et il s'enfuit en hurlant plusieurs fois. Pendant toute une année, John va échouer. En janvier 1884, un an après sa série de meurtres, il recommence et s'attaque cette fois-ci à une enseignante dans une école au petit matin. John va se rendre dans cette école et commencer à guetter l'arrivée de l'enseignante qui arrive avant les élèves. Jusque-là, rien de bizarre. Il va entrer dans l'école couteau en main et en paix. Il avait tellement l'habitude d'avoir plus de force que les enfants, que la femme qu'il agresse va le surprendre car elle comprend qu'elle est en danger, ne se laisse pas faire et s'enfuit immédiatement. Et John est forcé de s'enfuir directement dans sa voiture. Entre-temps, le gardien aura le temps de relever la plaque d'immatriculation et quelques jours plus tard, les enquêteurs débarquent à l'appartement de John et il est arrêté sans problème. Son appartement est fouillé et super intelligent qu'il était, n'a pas le temps de cacher la corde, le scotch, le couteau qu'il utilise est, oui, très facile pour les enquêteurs de relier John aux différents crimes, surtout qu'en plus, la corde qu'il utilise était une corde de scout. Donc, on a juste de remonter son parcours pour voir qu'il avait été scout et voilà la logique de l'histoire. En fait, John va avouer les meurtres et aussi les attaques de Portland il y a quelques années. Il sera diagnostiqué de troubles obsessionnels compulsifs avec des tendances sadiques.
En gros, ses pulsions meurtrières sont tellement fortes qu'il ne peut pas résister. Quand il a envie de tuer quelqu'un, c'est plus fort que lui. Il tue. Il explique aussi la raison pour laquelle la plupart de ses victimes sont des jeunes garçons. Car il a été, pendant son existence, à l'époque où il était jeune garçon, le plus malheureux. Donc, en tuant ces jeunes garçons, il les aide en fait. Il les aide à ne pas passer par la souffrance par laquelle il est passé lui. À ce point, John est gentil. Très gentil garçon, John. Il sera jugé et condamné à la peine de mort. Ses derniers mots seront encore une fois: je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je ne sais pas si ma mort changera quelque chose ou si elle apportera la paix à qui que ce soit. Je veux demander aux familles de me pardonner. Le 17 juillet 1996, après 12 ans de prison et à l'âge de 33 ans, John passera sur la chaise électrique. C'est ainsi que se termine l'histoire atroce de